ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, nous recevons un auteur, compositeur, interprète, mais aussi humoriste et comédien. D'une certaine façon, il est connu pour son humour intemporel, décalé, loufoque de temps en temps, mi-figue, mi-raisin, mi-rire, mi-chagrin. On peut dire, si vous écoutez ceci, ça vous fait penser à quoi? La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est... La tristitude, le titre phare de l'album phare, c'était il y a 10 ans. Le monde est beau. Bonjour Oldelaf, Olivier Delafosse, ravi d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Et bon anniversaire avec un an de décalage puisque ça aurait dû être en 2020. Un petit peu après. En 2021 puisque ça, l'album est sorti en 2011. Exactement. Le monde est beau. Et là, vous refaites la tournée d'anniversaire. Vous êtes en pleine tournée. Ça se passe bien cette tournée? Oui, ça fait très plaisir déjà d'être en tournée. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et puis de reprendre ces chansons. Il y en a certaines qu'on n'a quasiment pas jouées sur scène. Donc ça fait... Comme lesquelles? Ça fait plaisir. Les filles qui s'appellent Valérie, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Mais Les filles qui s'appellent Valérie. Exactement. Une chanson dont je suis assez fier et qu'on ne jouait pas beaucoup à l'époque. On avait très peu joué sur scène. Et voilà, donc c'est l'occasion de reprendre ce genre de chanson. Puis un peu faire un panel de cet album-là, plus d'autres plus récentes. Ouais. Puis il y a des titres que vous revisitez. Le café, l'amour à l'hôtel Ibis, La peine de mort. C'est Michel. Et aussi des titres de L'Aventure, Les Demi-Dieux, qui est une chanson qui a été écrite pendant le confinement, avec le clip où on vous voit d'ailleurs masqué. Bien sûr, ouais. Quelle est la chanson qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus, qui vous représente le plus? Tout un petit peu. C'est ça, c'est dur qui me représente le plus. C'est une question bien différente de celle que j'aime le plus jouer. Alors les deux. Alors, celle qui vous représente le plus et celle que vous Alors je vais commencer par dire celle que j'aime le plus jouer. Il y en a certaines comme L'amour à l'hôtel Ibis que je suis très fier de cette chanson, parce que il y a un mélange de ce que j'aime dans la chanson, dans son ensemble. J'aime le côté grandiloquent des chansons des années 70. Vraiment, je suis assez friand de ça. Et les paroles me font rire. Je trouve ça vraiment assez sombre comme tableau. Mais la manière de la chanter de manière très, très légère, très, très positive, ça me fait rire vraiment. Donc je suis très fier de cette chanson-là. Et puis il y a des chansons plus tendres comme Les mains froides qui me parlent toujours, Les fourmis sur l'aventure. Mais je vais avoir du mal à répondre à celle qui me représente le plus si peut-être, il y a une de cet album, une chanson que j'aime beaucoup aussi, et je me dis que pour mon dernier voyage, peut-être il faudrait la mettre, mais le Testament qui est peut-être l'occasion de... C'est celle qui vous représente le plus? Je me dis que... Vous êtes jeune pour un testament. Ouais, mais c'est bien de commencer à réfléchir. à y réfléchir. On ne peut pas être pris de court, mais je me dis que ça me représente dans le sens où si c'est un jour l'image que je peux laisser pour mes proches, de faire d'un moment triste, tragique, mais laisser à la fois une mélodie qui compte pour moi, une chanson que j'aime beaucoup, mais aussi de l'humour. Laisser la place dans ce moment si compliqué, ce mélange entre... et les enterrements, il y a vraiment ce mélange, je trouve, de scènes où on ne sait pas s'il faut fondre en larmes ou éclater de rire. Il y a quelque chose de très grotesque dans certaines scènes, certaines processions. Il se passe toujours des choses pas possibles. Et j'ai vu, moi, dans ma vie, des choses qui m'ont vraiment... Je ne sais pas si je devais rire ou pleurer, vraiment. Donc, je me dis Testament. C'est celle qui me représente pas actuellement, mais celle que j'ai le plus. Alors c'est vrai, dans toutes vos chansons, dans tous vos textes, ce sont des textes très ciselés, avec, je le disais, un humour décalé. Il y a toujours une nostalgie, enfin rien que la tristitude, c'est vrai que c'est une contraction entre tristesse et solitude, mais il y a aussi une joie dans cette chanson. Enfin, il y a toujours un humour. Quel type d'humour pensez-vous manier? Quels sont
vos idoles de l'humour d'ailleurs. Est-ce que Jacques Tati, c'est quelqu'un qui pourrait vous parler? En fait, je ne connais pas très bien ce côté loufoque, un peu, Voilà. en même temps très nostalgique, tendre. Alors certainement, mais je ne connais pas assez. Donc je ne peux pas me définir par rapport à lui. Enfin, voilà, mais en tout cas, je sais que moi, s'il y a un nom qui est celui qui m'a donné envie d'ailleurs presque de monter sur scène, mais c'est Pierre Richard. Pierre Richard. Pierre Richard, c'est vraiment... c'est une icône fantastique parce que je trouve qu'il y a justement ce mélange de maladresse, de type pas adapté à un milieu, avec un corps qui est faussement gauche, parce que pour moi c'est un Le danseur. grand blond à la chaussure noire. C'est un chef-d'œuvre absolu et qui accessoirement pour moi est la plus belle musique de film. Le générique du Grand Blond et le générique complet avec les tours de magie faits par Gérard Majac, c'est merveilleux. Mais lui à l'intérieur, ce qui s'y passe, et ce type qui ne comprend pas le monde qui l'entoure. Il est dans un univers qui ne calcule rien du tout. Lui, c'est un rêveur passionné. Il y a des scènes dedans qui... Et vraiment, ça devient pénible pour les gens qui vivent avec moi, parce que je sais que quand on arrive à cette scène que je trouve plus que mythique, et où il est chez Mireille d'Arc, qui est habillé dans un habit totalement ébouriffant et étourdissant, et avec cette robe avec le dos nu, et lui, en fait, il ne pense juste qu'à essayer les instruments qui sont sur le mur, et il souffle dans cette cornemuse, et on sait très bien ce qui va se passer. Et je ris, en fait, 1 ou 2 minutes avant, et je me jubile de ce que je vois. Anticipez, oui. C'est ça, comme un enfant à qui on va raconter l'histoire qu'il préfère, et je sais par cœur ce qui va se passer, je connais tout, mais ça, et c'est une des rencontres qui m'a le plus marqué dans la vraie vie. J'ai rencontré plein de gens. Vous l'avez rencontré? Ouais, j'ai eu Pierre l'occasion. Et je suis pas du tout, alors que j'ai croisé plein de gens, mais je suis pas du tout à faire des selfies pour alimenter, je sais pas quoi, des réseaux. Je veux vivre pleinement ma vie. Mais quand j'ai croisé Pierre Richard, je lui ai demandé, est-ce que ça vous embêterait pas qu'on se prenne en photo ensemble? Je lui ai lâché, je suis assez ému de vous rencontrer. Il dit, je le sais, je le sens, je le vois. Mais j'ai eu la chance, c'est qu'on était juste tous les deux dans un croisement de pièces pour une émission de tel Michel Drucker. Donc voilà. Mais oui, sans aucun doute, c'est Pierre Richard qui m'a... Une rencontre marquante. Ah, oui, et une oui. source d'inspiration. Étonnant, on ne le savait pas jusqu'à présent, ou peut-être que vous l'avez dit dans d'autres interviews. Je ne pense pas l'avoir caché, mais... Est-ce que vous sentez vous-même un peu Pierre Richard, Totalement. un grand blond dans cette vie? Totalement, parce que il y a une vraie maladresse. Vous êtes maladroit? Incroyablement, terriblement. Toujours été? Ouais, tout à fait. En fait, déjà, je crois que j'ai pas conscience du volume de mon corps, donc je peux régulièrement me prendre je passe un chambranle de porte et je peux me prendre l'épaule dans la porte. Donc j'ai jamais eu... Bon, je pense que je suis... C'est vrai que vous avez quelques petits bobos dernièrement. Oui, voilà. Mais en tout cas, j'ai pas une très bonne, je pense, coordination générale, et qui fait que ouais, je suis un peu pâteau et je peux renverser tout le temps des trucs. Les gars qui vivent avec moi, enfin les potes de tournée ou ma famille, sait que s'il y a un verre pété, s'il y a quelque chose, c'est moi. Ouais. Enfin, vous avez une bonne coordination des mains quand même. Très bonne. Ben, je l'ai travaillé, mais par exemple, je suis incapable de jouer de la batterie, voyez-vous. Oui. Et le piano pendant de nombreuses années, oui. On en parlera. Et puis la guitare. Ouais. Vous allez d'ailleurs nous proposer un de vos chansons. C'est une chanson qu'on connaît bien, Nathalie, mon amour, des JMJ. On écoute. Vous l'avez enregistrée juste avant. Tu étais venu au cœur du mois d'août, pour chercher un peu d'espoir dans ce monde fou. Au détour d'une prière, dans un amour immense, nos deux mains se rencontrèrent, chantons à l'abondance. Nathalie, mon amour de JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas nous au Messie, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Dans la halle 127, au stand sur le partage, je t'avais compté fleurette, mais ton cœur était en cage. Comme le père de la paroisse nous avait donné carte blanche, nous on en a profité pour prier comme un dimanche. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année
au pèlerinage de Chartres. Nathalie, ne dis pas nous Messie, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Alors je voudrais que tout le monde reprenne cette chanson chez lui. Elle est à la page 387 dans votre diapason rouge numéro 5. Allez. On a parlé comme des fous de Dieu, d'équitation, de Saint-Nico du Chardonnay, de voile de communion. Tu m'as expliqué tes doutes sur tous ces sujets graves. Et puis tu as repris ta route, tu es loin et j'en bats. Allez Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas nous Messie, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Alors là, c'est une chanson d'amour. Pendant les JMJ, oui. Vous y êtes déjà allé? Alors, c'est une histoire véridique ou pas? Alors, c'est une histoire qui flirte avec la réalité, on va dire, parce que je ne suis jamais allé au JMJ, mais c'est bien un des seuls... Journée mondiale de la jeunesse? Bah oui, mais c'est un des seuls trucs que j'ai pas fait dans le milieu catho, parce que j'avais fait à peu près tout le reste. Non, j'ai pas C'est-à-dire j'ai pas fait le pèlerinage de Chartres, et la chanson se marre aussi, mais voilà. Saint-Jacques de Compostelle, vous l'avez fait? Non, mais j'envisage bien de... Je peux réfléchir à le faire une fois. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait faire partie d'un chemin de vie qui m'amène à le faire, avec une volonté de revenir sur moi-même, sur la réflexion, plus que d'aller voir quelque chose de religieux aujourd'hui, alors qu'à l'époque, tout ce que je faisais, la religion était au cœur de ces choix-là. Mais en tout cas, moi, j'ai fait les frates, j'ai fait les thésées beaucoup, j'ai été donc animateur de monnerie. Communauté chrétienne, les frates, fraternelles. Complètement. Et j'étais très impliqué, j'ai passé mon service ville à l'aumônerie de Sceaux. Voilà. Donc tout ça, c'est un milieu que je connaissais excessivement bien. On en reparlera peut-être, oui. Avec grand plaisir. C'était avant, donc les choses ont changé, on en parlera aussi, il y a eu une évolution. Oui, bien sûr, mais en tout cas, au moment où j'écris la chanson, j'étais plus à l'intérieur de l'aumônerie, ni impliqué dans la... Et Nathalie a existé? Nathalie, il n'y a pas eu de Nathalie, je crois, spécifiquement. Après, et Valérie a existé? Il y a plein de gens qui ont pu exister, mais ça je ne dévoilerai. Mais maintenant... Il y a beaucoup de chansons d'amour, je crois que votre prochain album va s'appeler Saint-Valentin. Oui. Vous êtes en train de travailler dessus? Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Avec beaucoup d'amour aussi? Oui, bah alors là, beaucoup de chansons d'amour que ça? Ce sera concentré sur des chansons d'amour. Donc c'est à venir en 2023, hein, voilà, qui se passe plus ou moins bien, mais comme une histoire d'amour, finalement, il y a des hauts, des bas. Mais en tout cas, ce sera un peu l'amour sous toutes ses formes. Mais oui, je crois que c'est quelque chose qui a toujours été important. Je trouve que c'est le terreau c'est un terreau très intéressant pour la création parce que on est tous impliqués d'une manière ou d'une autre là-dedans. L'amour, il a plein de formes différentes. Tout le monde a une expérience, que ce soit positif, négatif. On a des choses à dire. Et moi, j'essaie, dans mon travail, de rebondir sur des petits éléments de ces relations à deux, ou à plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas de voir ce qu'il y a d'intéressant, de piocher ça et là des petits éléments, aussi dans mon expérience personnelle. Mais là, je sais que pour la chanson Nathalie, je voulais vraiment construire le petit monde autour ce que j'avais vécu, me moquer gentiment de ces gens que j'ai été moi-même, vraiment. Mais... Catho. Ouais. Alors, on va reparler de tout ça. Pour clore un petit peu votre actualité, il y a aussi Traqueur de nazis. Tout à fait. En duo avec Arnaud Joyer, mise en scène par Simon Astier, avec une date exceptionnelle à venir le 7 décembre à 21h30 à l'Européen à Paris, et puis aussi en tournée dans toute la France. Oui. Ça aussi, c'est un beau projet que vous portez. Oui, je suis très fier. En fait, c'est très compliqué. Je pense que j'ai plusieurs cases dans le cerveau parce que je change de casquette selon les moments de la semaine. Ça, c'est encore autre chose. Je fais plusieurs métiers. Et là,
je sais que depuis quelques années maintenant, j'ai vraiment embrassé en parallèle une carrière d'humoriste et d'être vraiment avec le but de faire rire. Et on a fait La folle histoire de Michel Montana vraiment dans un cadre. Et c'est très exigeant l'humour, plus que la musique. En fait, la musique, c'est assez subjectif. Ça plaît à certains, un peu moins à d'autres. Mais voilà, il y a quelque chose on se livre, on propose quelque chose. L'humour, il faut que ça marche, il faut que ça fasse rire. Donc c'est très exigeant, la respiration, le jeu, le mot précis. Il faut réécrire beaucoup de fois. Et ça me fascine d'apprendre. Est-ce qu'on peut rire de tout aussi? Parce que traqueur de nazis, le sujet à la base n'est pas très drôle, puisque vous êtes aussi des vrais traqueurs de nazis. Oui. C'est inspiré d'une histoire vraie, les époux Klarsfeld, donc, Voilà. qui eux sont des traqueurs de nazis, effectivement. Tout à fait. Maintenant, c'est que je voulais téléporter 2 débiles mentaux dans cette tâche si ardue. Et donc, on essayait de faire une enquête, qui est une vraie enquête. C'est un scénario presque de film, parce que les mecs voyagent, rencontrent plein de gens dans leur aventure. Mais en tout cas, oui, moi, je trouve que le sujet, là, il n'y a pas de pathos dans le spectacle. Il n'y a pas on va dire, de mauvais goût, je sais pas quoi. Pas de mauvais goût, c'est moi qui juge, donc je sais pas si je suis bien placé, mais en tout cas, le but n'était pas ni de choquer, c'est juste 2 débiles qui essaient de s'attaquer à un sujet épineux. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont totalement incompétents, évidemment. Allez, on avance un petit peu. Il y a une deuxième partie dans cette émission. Je vais m'éclipser. Vous allez rester là seul. Je vous propose 4 mots, à vous de nous les écéclairer. D'accord. D'accord. Alors, j'ai une question. Oui. Ah ben vous êtes comme chez vous. Vous voulez je peux mettre mes pieds là-dessus? Bien sûr. Vous me dites si mes chaussures sont sales en dessous, je ne sais pas, je n'arrive pas. Ouais. Je vais approcher un tout petit peu, ça va être super. Ah voilà. Ah là, Nous je ne sommes pas en Asie, donc il n'y a pas de problème. Oui, C'est ça ne se fait pas là-bas, paraît-il. Ah oui. Je vous laisse et on se reparle Ok. par voie interposée. Entendu. À tout de suite. Alors, Oldelaf, est-ce que vous êtes bien? Ouais. Ouais. Alors, je vous propose mon premier mot. Un mot facile, hein, que vous connaissez bien. C'est le mot musique. Musique. Musique, c'est un Scrabble déjà. Un mot de 7 lettres que j'ai rencontré en 2 temps. En fait, mes parents m'ont proposé de faire la musique assez tôt, vers 7 ans. Voilà, ils m'ont proposé de m'inscrire au conservatoire. Ils voulaient déjà que je sache lire, tout simplement, avant de faire la musique, ce qui était une très bonne idée à mon sens. Et je voulais faire la guitare. Et je suis allé m'inscrire au conservatoire. Le gars a regardé mes ongles, il m'a dit « Vous mangez les ongles? Oui, vous ne ferez jamais de guitare. » J'étais assez marqué par cette phrase, ce décret. Voilà, le gars, en une fraction de seconde, m'a dit je ne ferai jamais de guitare. Donc, ok. Donc il y avait un choc déjà de dire, voilà, je ne pouvais pas faire de guitare. Mais j'ai gardé ce petit rêve et en attendant, je me suis inscrit au piano. J'ai fait 5 ans de piano au conservatoire. J'aimais bien ça, mais le solfège me barbait profondément. Et m'a un peu mis en désamour, voilà, l'ambiance. Bon. Et donc j'ai arrêté à 12 ans. Je rentrais en 4e et j'ai arrêté. Sauf que le jour où j'ai arrêté le conservatoire, j'ai commencé la musique. Et pour moi, c'est très clair. Je me suis juste délai les doigts, je comprenais rien, je jouais des trucs comme ça, mais le solfège, je faisais un peu un blocage. Et en fait, de ce jour-là, je me suis mis à jouer. J'ai écrit mes premières chansons, donc j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et surtout du jazz, vous avez... Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. J'avais pas du tout cette culture-là. Moi, très vite, quand je me suis mis à jouer, j'ai reproduit tout ce que j'entendais à la télé, à la radio. Et donc, mon terrain de jeu, ça a été les chansons des années 80 et les chansons de dessins animés. Et très vite... vous reproduisiez à l'oreille? Ouais, uniquement à l'oreille. J'avais plus de partition. Vous avez l'oreille absolue? Alors, pas absolue, j'ai l'oreille relative. C'est-à-dire que
si on me joue un morceau que je ne connais pas, je peux le rejouer après, mais pas forcément dans la... Enfin, si j'entends le morceau là, je saurais retrouver la tonalité, mais c'est que je n'entends pas une note, si c'est un la, un ré, comme ça, tout de suite, il faut que je me concentre, j'arrive, mais voilà. Mais c'est surtout après les notes, la grammaire de la musique, ça, très vite, j'ai compris ça, et je me suis mis à jouer, je jouais tant et si bien qu'en 2 ans, ouais, c'est ça, même pas 1 an et demi, je suis devenu pianiste de bar. Voilà, donc là, je me suis retrouvé, j'avais 14 ans, et j'étais... Oui, ça, je l'avais noté quelque part. J'avais entendu que vous étiez pianiste de bar à 14 ans. Donc, je me demandais ce que vous jouiez dans les bars. Je vraiment... pensais au jazz, mais peut-être pas. Non, justement, c'était vraiment de la... Pardon. C'était vraiment de la chanson, des grands standards, et ça marchait pas mal. Je faisais ça dans un lieu qui s'appelait le Piano Blanc, qui était un restaurant-bar en Normandie. Je jouais sur un piano blanc face à la mer. C'était merveilleux, et puis assez chic comme manière de gagner des petits sous. Et les gens voyant un môme assez jeune faire ça me laissaient pas mal de pourboire. Je te payais qu'en pourboire, ils n'avaient pas le droit de m'employer. Mais j'ai fait ça pendant les week-ends et puis les vacances. Et ça a été... ouais, je jouais des heures et des heures et des heures. Et piano. C'est une passion, uniquement. La musique. Et sauf que, même âge, je me suis fait offrir une guitare quand j'étais en seconde. Donc j'avais 14 ans. Et là... Je suis passé de 2 heures de piano, on va dire, tous les soirs, à 1 heure de piano, 1 heure de guitare. Et les 2 instruments m'ont fait progresser plus vite parce qu'on comprend des choses au niveau de l'enchaînement des accords. À la guitare, c'est assez précis, mais maintenant, c'est vrai que pour comprendre la grammaire musicale, un piano, c'est un outil extraordinaire. Et ça a été merveilleux à plusieurs égards parce que d'abord, ça m'a permis de cracher tout ce que j'avais à cracher. Je me suis mis à écrire des chansons, à jouer la musique, et ça a été une psychanalyse folle, en fait, de toutes les peines que j'avais, les joies. Je traduisais tout en musique, et notamment, je commençais à écrire une première chanson. Et au moment où on est adolescent, où on tombe en effet facilement amoureux, désamoureux, on a de la haine, on comprend plus ses parents, on a... Tout ce que j'avais à dire, je le faisais en musique justement et en paroles aussi en parallèle. Et ça a été extraordinaire comme l'importance que ça a pu avoir. C'est que ça m'a fait supporter toutes les peines, tous les doutes. En fait, je m'abandonnais là-dedans. Et l'autre fait important, c'est que très vite, ça m'a donné un rôle auprès des amis, auprès de la famille aussi, mais aujourd'hui, c'est très important pour tout un chacun de se trouver un rôle. Et c'est pour ça que certains mômes, après, faut être le sportif, le bagarreur, le rigolo de la bande. Aujourd'hui, des mômes ont besoin, enfin, mais ça a toujours été, de se définir, avoir un rôle, ne pas être monsieur ou madame tout le monde. Et moi, j'étais le musicien. Donc c'était cool, c'était vraiment chouette. Et j'avais mon rôle en soirée, j'avais la guitare. Et puis comme je pouvais reproduire toutes les chansons qu'on entendait, tout ça, c'est sûr que ça mettait une bonne ambiance. Et très vite, le rire est venu s'immiscer là-dedans. Je faisais mes chansons, ça faisait rire. Donc ouais, j'ai jubilé très vite de ce poste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, la musique a ça de différent de l'humour. C'est que quand tu fais de l'humour, tu as besoin des autres. Tu dois confronter ton travail, ton humour à un jugement et donc à une réaction. La musique, tu t'en fiches. Tu peux faire la musique toute ta vie que pour soi. Peut-être le plus grand musicien qu'il y a eu sur la Terre, il est le seul à être au courant. Peut-être c'est quelqu'un qui jouait sur un piano ou sur une guitare dans sa chambre. Mais c'est ça la force. Ça procure tellement de bonheur, de joie. Ça fait voyager tellement loin que tant mieux si les autres apprécient. Mais c'est pas fondamental. Ouais. La musique a effectivement été totalement structurante chez vous puisque vous avez fait de la musicologie et puis vous êtes devenu prof de musique dans un collège à Cachan, je crois. Oui, tout à fait. C'est ça. Allez, je vous propose le deuxième mot. Et c'est le mot « père » qu'on emploie de temps en temps ici. Forcément, le père. Le père. Déjà, je pense naturellement au mien. Tout de suite un peu d'émotion et il est toujours là, il va bien et donc j'ai de la chance, on se voit assez souvent, on habite pas loin, il est toujours marié à ma maman,
donc à ma mère, donc je le joins aussi à ce mot-là. Il y a beaucoup de transmission dans... Je vis pas du tout comme mes parents. On a vraiment une manière de fonctionner très différente. J'ai jamais été en opposition, en colère. J'ai jamais été un enfant ni un ado. On s'est jamais crié dessus parce que déjà mes parents ne se criaient pas dessus. Et ce sont une fois j'ai vu ma mère qui n'était pas d'accord avec mon père et mon père qui n'était pas d'accord avec ma mère, mais en tout cas il y a une paix à la maison assez grande et donc on n'a pas jamais été dans le conflit et ça je suis très heureux de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc il y avait, même en vivant très différemment, il y a eu beaucoup de fierté d'un côté comme de l'autre. Mon père est un professeur de mathématiques émérite, à la retraite maintenant, mais qui a été très apprécié. Et des amis à moi l'avaient eu. Donc voilà, lui, très fier que j'ai fait de la musique. Ils m'ont encouragé, mes parents. J'ai du mal à séparer le père de la mère, parce qu'ils sont très fusionnels, toujours aujourd'hui. Et quand il y en a qui est quelque part, l'autre n'est pas loin. Mais en tout cas, mes parents, ils avaient peur de la musique parce que ils disaient ça fera pas un boulot, quoi. Sauf que j'ai un grand-père, le papa de mon papa, qui rêvait d'être chanteur et qui n'a jamais pu faire ce métier-là, qui allait travailler à l'usine, mais qui continuait de chanter dans les fêtes et qui a été un personnage important. Et l'autre, du côté, le papa de ma maman, lui, rêvait d'être comédien. Voilà. Et je pense qu'ils m'ont laissé faire ça parce que... notamment pour le papa de ma maman, ça a été une blessure. Il n'a jamais pu faire du théâtre comme il voulait. Il s'est mis à boire. Ça a été un vrai traumatisme et un raté, parce que tout le monde dit qu'il avait quelque chose. Et ça a été dur pour eux parce que je suis passé en gros, moi, on va dire, de premier de la classe à dernier de la classe, quoi. Donc j'étais vraiment très travailleur, je pense que je comprenais bien ce qu'on me demandait de faire en classe, et puis j'ai découvert la musique et je me suis arrêté. Et donc ça a été dur pour eux, en se disant, mais tu es en train de gâcher quelque chose, tu pourrais faire des métiers incroyables. Et la chance, c'est qu'ils m'ont laissé faire, ils m'ont fait un peu confiance, avec une boule au ventre. Et j'ai eu la chance de faire un métier incroyable, le métier que je voulais faire, et je me sens totalement à ma place aujourd'hui. Et les réactions du public, des pros me fait dire que je crois que j'ai fait le bon choix. Et donc ils ont fait le bon choix. Ils ont le courage de me laisser faire. C'est très dur pour des parents, mais sans eux, je ne serais pas là. Ils m'ont aidé financièrement et ils continuent de le faire par moment et tout ça. Mais on s'aime énormément. Et ce qui est bien, c'est vraiment avec ces vies différentes. Mes parents ont besoin de tout organiser. J'aime que l'impro, mais je fais des choses qu'ils ne pourraient jamais faire. Ça m'est arrivé de choisir où j'allais en vacances sur la route. On est d'accord avec ma compagne, c'est-à-dire qu'on est sur l'autoroute, droite ou gauche. Voilà, tac. Et on ne sait pas où on va. Et ça, mes parents, ils savent à l'avance, 8 mois, ce qu'ils feront. Alors on entend que vous avez réparé, d'une certaine façon, une faille généalogique, quand vous racontez à propos de vos grands-parents. C'est toute une histoire de transmission, puisque père... Vous aussi, vous êtes père, vous avez même été beau-père avant d'être père. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous savez tout. Ouais, aujourd'hui, c'est quelque chose on dit que, voilà, souvent les femmes, à un moment, elles ressentent quelque chose dans leur ventre en disant... voilà, il faut que j'ai envie de faire un bébé. Et souvent on dit que c'est moins les hommes. Moi j'ai senti ce truc-là très fort. J'ai ressenti j'ai toujours aimé les enfants et de m'occuper des gosses des autres. J'ai toujours fait des choses en lien avec l'éducation, la transmission. J'ai été animateur BAFA, prof. Et puis même avec les amis, j'ai toujours aimé jouer avec les enfants. Je trouvais que c'était... en tout bien, tout honneur, évidemment. Aucune décision de justice n'est venue contrarier ça. Donc vous êtes d'abord occupé de votre belle-fille, Léa.
Voilà, et puis en effet, c'est là où je voulais en venir, en effet, quelqu'un est arrivé dans ma vie qui avait déjà une petite fille et que j'ai très vite accepté comme la mienne. Ça a été dur, d'ailleurs un peu parfois pour la maman, parce que il faut accepter que quand tout va bien et jouer ensemble c'est cool, mais aussi parfois il faut dire non, faut engueuler, faut recadrer. Et elle avait du mal à entendre sa fille être engueulée par quelqu'un qui n'était pas son père. Et sauf que pour moi, c'était la condition sine qua non d'un fonctionnement de famille qu'on était en train de devenir, qu'on n'était pas complètement officiellement, mais puis, et puis on l'est devenu totalement. Et c'est elle qui l'a le mieux formulé d'ailleurs quand il y a un enfant qui est arrivé au milieu de tout ça. Elle a dit, bah ça y est, maintenant... on a tous un lien avec ce petit bout qui arrivait. Il y a eu un premier enfant, Baptiste, et puis un deuxième, Noé, un peu plus tard. Et voilà, donc, qui ont aujourd'hui 15 et 13 ans, c'est ça c'est ça, 16 et 13. Ouais. 16 et 13. Léa a 21 et elle a quitté la maison parce que le temps passe et que... Le temps file. Le temps de cette émission file aussi un petit peu. On n'a pas pu parler de notre père, mais on va peut-être en parler avec ce troisième mot, puisque c'est le mot aumônerie. Ouais. Vous en parliez un petit peu au début. Ouais, mais je suis très heureux d'en reparler. L'aumônerie, c'est quelque chose, c'est un des passages les plus importants de ma vie. En fait, moi, j'ai fait du caté étant plus jeune, et puis il y a quelque chose qui m'allait pas. C'était très scolaire. Enfin, j'ai jamais aimé dans ma vie quand les choses étaient dogmatiques et qu'on nous livrait quelque chose de froid. Faut faire comme ça et c'est pas autrement. En fait, j'ai toujours eu besoin de comprendre un milieu, de mettre une patte, et que les gens qui participent à un tout, à une église, là on peut utiliser le mot dans le sens plus large, mais en tout cas interviennent et font de cette église ce que ça devient en fait, voilà. Et donc ce sont des choses mouvantes. Et le caté ne m'allait pas, c'était pas du tout, on n'avait pas sa place en tant qu'humain, on va dire, fallait faire et croire ce qu'on nous disait. Maintenant, l'aumônerie, ça m'a bouleversé, je suis arrivé là-bas un peu par hasard, mais grâce à la musique. J'avais des copains avec qui je faisais la musique qui étaient à l'aumônerie de Sceaux. Et puis ils m'ont demandé de venir voir, et puis j'ai rencontré des gens qui se croisaient, qui étaient tous plus cool les uns que les autres, qui disaient qu'on se croisait à la lumière de la prière, de la Bible, et moi j'avais quitté un peu ce milieu-là, donc je ne comprenais pas trop. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui cherchaient, comme moi, et le plus important c'est ça, je crois qu'on cherchait ensemble. Et quelqu'un qui alimentait cette recherche, qui était Philippe Borden, voilà, qui est quelqu'un qui a le prêtre de l'aumônerie de Sceaux à ce moment-là, qui a été quelqu'un de déterminant certainement parce qu'il alimentait... la communauté de l'aumônerie de Sceaux était très très forte. C'est une aumônerie qui était post-68 Tarbes, où tout le monde, justement, il y avait dans le fonctionnement, une vraie participation de chacun. Il y avait des gens qui étaient athées, qui étaient à côté de nous, et on réfléchissait ensemble, se dire, qu'est-ce que ça veut dire partager aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que quand tu es en colère, comment gérer ça, et juste, on n'avait pas de réponse précise. On essayait de voir ce qu'en disait la Bible, ce qu'en disaient mais aussi des journaux, ce qu'en disaient des philosophes, et ça a été tellement important de se construire. J'ai l'impression d'éveiller mon esprit. Et puis moi, ça a été important puisque je suis devenu très vite musicien aussi dans l'aumônerie. Donc je jouais aux prières, aux messes. J'ai même laissé d'ailleurs des chansons qui sont toujours chantées, des chansons d'église. C'était le cas de Vianney aussi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi dans le cadre de cette aumônerie qu'on s'est croisés, parce qu'il m'avait dit que lui était fan. Vous l'avez croisé à ce moment-là. Ouais, mais je ne l'ai pas croisé moi à l'époque. Je ne connaissais pas Vianney, mais on suivait des chemins certainement qui ressemblaient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'on a été tellement proches, on s'est tellement livrés. Et à l'époque où le lycée, les gens te jugent un peu, on était là pour se parler de choses tellement profondes, tellement fortes, qu'on a été une communauté de jeunes incroyable. Il y avait personne, j'ai jamais croisé d'extrémistes, de gens vraiment dogmatiques. Ça a été que des gens qui cherchaient ensemble. Et on est toujours aujourd'hui amis, mes amis aujourd'hui, que
forts, ce sont des gens que j'ai croisés à l'époque quand j'avais 16-17 ans. Donc, c'est pour vous dire. Et quand on se recroise avec des gens que je vois moins, qui sont de par le monde, et on se retrouve, mais on a toujours des choses à se dire parce que on n'était pas ensemble par hasard. Et il y avait des différences, mais c'était très fort. Et du reste, moi, dans mon équipe, travaille avec moi au jour le jour, quotidiennement, Pierre-Marie Almeras, que j'ai croisé à l'Aumônerie de Sceaux, je suis pote avec toute sa famille, et ce sont des gens qui... On compte les uns pour les autres, et je crois qu'on est une force. Et tristement pour l'Aumônerie, et ça, c'est un message qui est presque politique, moi, j'ai fait mon service à l'Aumônerie de Sceaux, j'ai fait mon service ville, c'était un chemin normal, et pour moi, et important. Et j'ai vu, ils ont changé, le prêtre a changé, c'était plus Philippe Borden qui est parti, qui a été amené à de très hautes destinées. Il bosse aujourd'hui au Vatican, donc voilà. Il a été chef de la Cato, directeur de la Cato de Paris aussi, mais ils ont mis quelqu'un qui n'était pas du tout aussi profond et qui n'était pas là du tout pour s'occuper de jeunes, quelqu'un qui rêvait de faire de l'adoration eucharistique. Donc il était dans un truc très, très extrême, là je trouvais, on avait du mal à comprendre ça. Il nous avait un discours qui n'était pas du tout d'actualité, il disait que, il livrait aussi des discours très stricts. Il avait été mis en place par une politique et l'aumônerie s'est mise à être en crise et les gens... la quittaient parce qu'il n'y avait plus d'alimentation spirituelle. On se retrouvait là pour être ensemble, mais en fait on se dit pourquoi venir à l'aumônerie, parce que là, quand on y est, le discours ne nous plaît plus du tout. C'est-à-dire qu'il comparait l'homosexualité, la bestialité. Il disait qu'il y avait des angelots du mal qui allaient nous prendre, nous emmener. Mais c'est de la métaphore. Non, des vrais angelots. Ok, voilà. Ouais. Donc en fait on quittait. Moi ce que j'aimais dans l'aumônerie, c'était la vraie vie. On était juste des gens avec des soucis et confrontés à un monde qu'on ne comprenait pas toujours et on essayait de le comprendre ensemble à la lumière de ce que disait la Bible, les écrits religieux. Voilà. Mais ça s'est transformé en un truc beaucoup plus strict et on est revenu avec du dogme. Et tout le monde est parti, sa fidélité, même si on garde cette force. Mais j'ai été très déçu de cette fin. Mais en tout cas, l'aumônerie, c'est quelque chose, un passage. Est-ce que c'est ce qui vous a inspiré votre chanson ? Ah, totalement. Totalement. J'ai connu tous ces gens-là avec une vraie... Et on avait tous d'ailleurs on avait tous une autodérision sur ce qu'on était parce que on savait qu'on était en plus à Sceaux, donc il y a déjà une ville privilégiée, on était des jeunes, avec des familles plutôt aimantes et dans des situations assez simples, et on venait essayer et on était des barjots, on était des vrais racailles pour rigoler parce qu'on était tous dans un milieu très protégé. Qui allaient à Thésée, par exemple. Tout à fait. Ça aussi, c'est une étape marquante, je crois. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait 5 Thésées. Communauté chrétienne en Bourgogne. Complètement, voilà. Communauté de Thésée qui est basée sur la prière au travers du chant méditatif. Donc ça, musicalement, déjà, ça a été une claque. Et au niveau de la prière, de gagner de la force. Et puis comme on voyageait régulièrement, ça se passe au niveau de la Saint-Sylvestre, autour de la Saint-Sylvestre, on allait dans une grande ville européenne. Parfois c'était à Paris, on l'organisait à Paris aussi, mais on se retrouvait avec une bande de gens et on allait prier vraiment avec une simplicité et ouais, on gagnait une force intérieure. Moi, c'est marrant parce que le métier de chanteur musicien, je savais très bien que je voulais faire ça. Je savais, mais je crois que j'ai eu besoin, en fait, de tout ça. Moi, je suis monté à Paris, alors que j'étais en banlieue sud, j'avais juste un bout de RER à faire. Je suis monté à Paris à 24 ans, ce qui est très, 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 très tard. J'avais des chansons, j'avais des musiciens avec qui je jouais. Enfin, je pouvais le faire et j'ai attendu beaucoup parce que j'étais à l'aumônerie. J'avais besoin, je crois, de me remplir d'une force intérieure, de comprendre un peu les choses. J'étais pas pressé parce que j'étais très, très, très bien. Et Thésée et l'aumônerie, ça a été quelque chose de fondamental. Ouais. Et Thésée, d'ailleurs, je crois que l'un de vos fils y va. Oui. Oui, je suis très, très heureux. Déjà, c'est lui, Baptiste, c'est l'aîné ? C'est Baptiste qui est impliqué, ça me fait très plaisir parce que déjà, il fait de la musique et qui joue
pour des célébrations. Il suit les traces de son papa. Ben ouais, là il y a des chemins qui ressemblent et là il est très motivé comme je l'étais à l'époque parce que je crois que la foi ça compte pour lui et avec en plus un côté très, très simple. Aujourd'hui moi je ne crois plus... Justement, on va en parler. Ouais, ok. Allez, 4e mot. Bon, c'est le mot écriture, mais avec un S. Ça peut être l'écriture, vous êtes un passionné d'écriture, hein, on l'a entendu, vous aimez les mots. Il y a aussi les écritures saintes. Oui. La foi, vous en parliez. Les écritures... Moi, je suis... Alors, ça paraît répondre au premier degré, mais non, je vais m'expliquer. Moi, je ne suis pas un grand lecteur. C'est-à-dire que j'ai du mal à prendre un livre, le lire. Ça a toujours été une blessure pour moi. J'ai du mal à me concentrer. J'ai écrit plus de choses que ce que je n'ai lu. Donc, il y a un côté un peu dommage. Et c'est dommage aussi dans ce qui concerne justement la Bible. Au moment où j'ai rencontré la foi et j'ai cherché, je trouve que je n'ai pas assez lu les Écritures saintes pour pouvoir savoir exactement de quoi on parlait. Et le problème aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de guerres sont religieuses, des actes horribles sont commis au nom de la religion par des gens qui ne l'ont pas lu. Voilà, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et je trouve ça une preuve d'une bêtise. C'est vraiment des gens qui t'expliquent ce que tu as vécu à un endroit où ils n'étaient pas eux-mêmes. Voilà. Ben non, c'est pas ça qui s'est passé. Laisse-moi t'expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans des textes religieux, le problème, c'est l'exégèse qu'on est faite et des choses qui partent dans des sens totalement fous. Enfin, il y a des gens qui font faire des choses à d'autres gens qui n'ont pas eu la chance de lire, et ça arrange beaucoup, justement, certains responsables que les gens ne soient pas trop au courant de ce qu'il y a dedans. Et dans des textes de religion, et notamment dans la Bible, il y a des choses qui sont un peu folles, qui sont marquées. Et c'est intéressant en la reprenant plus tard, en voyant qu'il y avait des choses qui étaient d'une beauté extraordinaire et qui permettent de donner de la force, mais il y a des choses horribles. Et on se rend compte que tel prophète était violent, pédophile, machin. Et donc, il y a des choses qui sont un peu dures aujourd'hui à lire, je trouve, dans le monde tel quel. Mon chemin de foi, en fait, déjà, il a toujours été particulier. Lecture de la Bible. Il a été toujours particulier parce qu'aujourd'hui, enfin, je peux pas dire que je suis un catho, je peux pas dire que je suis clairement simplement pratiquant. Déjà à l'époque, je cherchais, mais ce qui était évident pour moi déjà, et ce qui pose un problème par rapport à pas mal de catholiques, de gens que je croisais, mais que moi, j'ai jamais eu la conscience d'un Dieu qui était un barbu ou je sais pas quoi, qui était dans le ciel, qui contrôlait tout ce qu'on faisait. J'ai toujours eu conscience que les hommes faisaient leur choix, etc. En revanche, pour moi, Dieu, la religion, tout ce qui animait ma foi était lié à une force qui existait entre les hommes, voilà, entre les gens, qu'ils soient croyants ou non, mais en tout cas qu'il y avait quelque chose qui fait que un être humain tout seul ne peut rien faire. Il peut pas parler, il apprend pas à parler, il peut pas apprendre à manger, tout ça. Enfin, on est totalement dépendant des autres. Et il y a quelque chose qui est important à régir, voilà, à alimenter dans cette relation que tous les êtres humains peuvent avoir les uns avec les autres. Et je pense que la Bible et la foi est un élément important pour pouvoir vivre en intelligence. Et ce lien-là sacré, pour moi, c'est ça Dieu. C'est ça et toutes les images que j'ai pu prendre, Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est ci ou ça, tout ça
corroborait cette hypothèse que j'avais, qui n'était pas... j'ai jamais cru vraiment à un type qui avait des manettes et qui contrôlait. Vraiment, ça, c'était très simple. J'en ai parlé du reste aux prêtres avec qui j'étais, qui ne partageaient bien sûr pas cette vision que j'avais, mais qui disaient qu'en effet, ça pouvait être totalement adapté et ça fonctionnait puisque Dieu est censé aimer tous les hommes et donc les résumer. Est-ce que vous êtes marié religieusement? Non, Non, je ne suis pas justement pas. Je ne suis pas marié religieusement parce que... Puisque comme votre compagne était peut-être déjà mariée auparavant et avec une petite fille, non? Non, même pas. elle vivait hors mariage. Et au moment où on s'est marié tard, on avait déjà les enfants, donc on a consommé avant le mariage, ça c'est terrible. Mais en tout cas, pour moi, elle a jamais cru. Elle avait sa vie de... Elle n'avait pas de vie de foi, elle est plutôt assez... même négative dans son passé en disant c'est rien. Et en fait, j'ai l'impression que je ne pouvais pas partager ça vraiment. Si on s'était marié à l'église, j'aurais voulu presque qu'elle fasse un cheminement de foi et moi aussi retrouver des choses et voilà. Et je pense qu'on n'était pas prêt à le faire. En revanche, et je trouve ça très très louable de sa part, elle a lu, des Écritures, elle a tout lu. La Bible, justement. Et on a pu partager ensemble, justement, les choses très jolies qu'elle a pu voir, comme les choses vraiment horribles. Mais je trouve ça très, très ouvert d'esprit. Et si tout le monde pouvait faire pareil et lire la Bible en entier pour quelqu'un qui n'est pas catho, qui ne croit pas l'être, je trouve ça très intelligent comme attitude. Merci beaucoup, Olivier. Je Merci, reviens auprès de vous pour la dernière partie, la conclusion. Alors, cette expérience, ça ressemblait au confessionnal? Un peu, mais c'est... Est-ce que vous connaissez? Oui, Ouais. Je me suis déjà confessé, bien sûr, à l'époque. À oui, bien l'époque. sûr. Oui, ça fait longtemps que je ne me suis pas confessé, parce que je ne fais plus de péché. Je ne pêche plus, moi. Que à la ligne. Oui, exactement. Et encore, je ne fais pas de mal au poisson. Donc... non, je pense que le fait d'être face à des mots, et oui, même avec le mot père, par exemple, je chantais juste l'évocation du mot, une petite émotion, c'est sûr, et encore, j'ai la chance, encore une fois, qu'ils soient là. Mais oui, il y a un côté un peu, être face à soi-même, sans la personne en face, il n'y a plus le contact visuel, le fait de se parler, d'échanger. Père, c'est le mot qui vous a le plus touché? Tous les mots étaient au cœur Résonnaient un petit peu. Exactement. Mais en revanche, je sais pas, celui-là, mais voilà un petit peu. Mais c'est vrai que la musique, l'aumônerie, en fait, on retrace tout un parcours. Toute une vie, c'est évidemment, évidemment. Il y a tout un... Ça résume beaucoup d'années. On a terminé sur les Écritures, sur la foi. Est-ce que c'est une foi qui est encore présente sur vous physiquement? Je crois que vous portez une médaille. Oui. Vous pouvez peut-être nous montrer? Je peux la montrer. C'est une médaille qui compte énormément pour moi et c'est marrant parce que j'y mets pas, alors que c'est une médaille religieuse. Mais c'est une médaille de la Vierge? C'est pas une médaille, non, ou alors elle est barbue. Donc peut-être une vierge un peu je ne voyais originale. pas, donc expliquez-nous. Mais non, après c'est un peu bien parce que je crois que j'ai une transpiration qui est un peu acide. Mais je crois que c'est un Jésus. D'accord. En revanche, c'est une médaille qui m'a été donnée alors que mes parents étaient à Bagnols-de-l'Orne dans un prieuré et puis un des prêtres, des moines, m'a vu petit, il est venu poser cette médaille dans ma main, l'a fermée et est parti. Et j'ai eu cette médaille comme ça que je me suis mise à porter. J'ai toujours senti un caractère rassurant de cette médaille, mais plus que... Alors, au moment où j'étais dans les milieux d'aumônerie, on pouvait y mettre un côté religieux, mais je l'ai gardé même au gré de l'évolution de ma foi. Et surtout, ce qui est particulier, c'est qu'à un moment, quand j'étais au collège, elle a pu se casser. J'ai perdu... j'avais plusieurs médailles, des choses qui comptaient aussi pour moi, mais j'ai retrouvé cette médaille en plein milieu d'un chantier, mais je l'ai retrouvée au milieu de nulle part. Donc, un signe. Je me suis dit un signe, alors que j'ai perdu toutes les autres. Et j'ai gardé cette médaille toujours avec moi. Et là, j'ai acheté, il y a un petit 15 ans déjà, une vieille maison de campagne que je retape dans le Perche, pas très loin de Bagnols-de-l'Orne, et dans mon jardin.
creusant, travaillant, puisque je travaille la terre, je fais plein de choses là-bas, j'ai retrouvé la médaille identique. Ah bon? Voilà, une médaille identique. Donc, Identique à celle que vous portez. ouais. Et donc, Ça, il c'est y a vrai tout un tas de signes c'était étonnant, ouais. de vie. Mais Parce et je me dis qu'en plus, voilà, c'est une médaille en plus en argent, mais voilà, mais j'aime cet objet. Il n'y a pas de hasard. Il me rassure, voilà. Ouais. Sans superstition. Mais Non, c'est vrai que c'est étonnant parce cette que histoire. ça m'arrive que je puisse pas la porter parce que la chaîne se casse, donc je peux aller sur scène ou faire des Ouais. choses dans ma vie, mais je sais que c'est un objet que j'aime avoir avec moi. Ah. En tout cas, c'est un objet que vous porterez, vous portez tout le temps pendant vos tournées. Vous portez Ouais. aussi pour votre spectacle Traqueur de Neuilly, Oui. avec Ardejouaille. C'est ça, je sais pas si c'est un lien, mais Voilà. Donc 2 spectacles que je vous conseille de voir. Donc pour votre tournée Le Monde est beau, c'est donc les 10 ans de l'album à Rungis le 22 octobre, Oui. où vous serez sur scène, à Limoux le 29 octobre et à Chambéry, j'ai noté ça, c'est les prochaines dates, le 5 novembre. Voilà. Avec Le Monde est beau. L'est-il toujours? Voilà, ça sera une autre c'est émission. une bonne question. Mais déjà, il y avait de l'ironie au moment de l'album, donc je pense que là, c'est encore pire. L'ironie est toujours là. Merci beaucoup, Aldelaf. Merci, Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le replay sur ktotv.com. À la semaine prochaine. Des reflets rouges et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude,